Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. On va sortir un peu la sulfateuse, on va pas se mentir, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Alors pas forcément envers nos joueurs, en tout cas pas tous, mais peut-être envers, je sais pas, un ancien entraîneur et puis l'atmosphère de la soirée plus globalement. L'OGC Nice malheureusement n'est plus invincible sous la mandature de Didier Digard, défaite 2-0 ce samedi soir à Allianz Riviera face à un tout petit Paris Saint-Germain qui s'en sort quand même très très bien, un peu aidé par la technologie notamment, mais bon, on l'a ardemment désiré. On ne va pas la renier aujourd'hui. Les joueurs ont quand même montré un meilleur visage du côté de Nice que la semaine dernière face à Angers. C'est pas dur, vous me direz, mais voilà, on va décortiquer un peu tout ça dans une émission où, voilà, pour une fois, on n'enregistre pas juste après le match, mais je suis pas sûr que ça veut dire pour autant que la tension soit tout à fait retombée. En tout cas, clairement pas sur tous les sujets. Bon, on va essayer comme me disait Turkel en off, de rester mesuré et poli. Je vous promets pas que ça tiendra plus que 2 minutes 30 comme veut Pieux, mais bon, l'intention y était, comme on dit. Donc voilà, j'ai name droppé Turkel, donc on va l'accueillir quand même. Salut Turkel, comment ça va? Oh, très frustré. Salut Sky, salut Jérém, salut tout le monde. Un peu frustré de ce match-là. Il y a beaucoup de choses à dire et je pense qu'on va essayer de pas éluder tous les sujets, mais c'était très compliqué hier soir en rentrant et ce matin en me levant. Ouais, bon, en plus de ça, maintenant qu'on est des vieilles choses, hein, les matchs à 21h, c'est un peu compliqué le dimanche matin, le réveil. Il est jeune et fringant, lui, de son côté, c'est Jérémy. Salut Jérémy, comment ça va? Salut Sky, salut Turkel et salut à tous. Bon, écoute, frustré aussi. Ce matin, ça va un peu mieux, mais bon, on commence à être habitué à ce sentiment de frustration les dernières semaines, quoi. Donc bon, il y a eu un match avec de bonnes choses quand même hier soir. On va essayer de retirer encore une fois les bonnes choses, même si là, ça fait beaucoup de semaines frustrantes. Ouais, essayons de se concentrer sur le positif, comme je le disais en préambule, hein. Dans le contenu, il y a quand même des choses plus intéressantes que ce qu'on a pu voir au stade Raymond Kopa la semaine dernière. Bon, encore une fois, hein, c'est pas dur. Inquiétant quand même cette série. On reste, si je dis pas de bêtises, sur 5 matchs sans victoire en championnat, depuis le derby au Louis II en réalité. Donc forcément, l'OGC Nice se cale au classement, une 8e place provisoire en attendant les résultats de la journée qu'on ne connaît pas encore parce qu'on enregistre dimanche matin. Bon, avant de parler du classement et de la suite de la saison, ce sera probablement la dernière partie de notre émission. Parlons déjà du match d'hier. Alors, je vous propose peut-être de commencer par le positif qu'il y a eu autour de ce match pour essayer de nous mettre dans les meilleures dispositions pour affronter la suite. Déjà, c'est le retour de Super Dario à Nice et à l'Alliance Riviera. Hein, on se souvient, voilà, auteur de 19 buts dans cette historique saison 2012-2013. Premier buteur de l'histoire de l'Alliance Riviera également dans un match face à Valenciennes il y a maintenant quasiment 10 ans. Ça ne nous rajeunit pas vraiment. Il est revenu, l'ovation du public niçois, beaucoup d'émotions de sa part. Il a perdu son français, je pense. Ça a été extrêmement compliqué pour lui. Mais voilà, que ce soit sa venue, le nouvel habillage également, comme pour ceux qui étaient au stade, hein, que ce soit, voilà, hein, je monte au stade de Nux Vomica, les images de la ville et du rail sur Nissa La Bella aussi notamment. C'était une soirée déjà qui était chargée en émotions et chargée en ondes positives, en tout cas à son début. Moi, j'ai trouvé que c'était l'hommage juste et mérité pour une légende comme Dario. Et en fait, bizarrement, j'ai beaucoup plus aimé la partie avec Nix Vumica, mais enfin, je sais pas, c'était plein de souvenirs, plein de nostalgie en fait de cette époque durée qu'on aimait tant, et puis revoir Dario tant émotionné comme il aime dire en français, même si ça se dit pas trop. J'aime bien son expression. Ça me fait super plaisir. C'était voilà, les petites larmichettes étaient au bord des yeux, et c'est franchement c'était super de le revoir, et de voir que on l'a pas oublié, mais que lui ne nous a pas oublié. Je crois qu'il dit qu'on est le club qu'il a le Mmh. plus important de sa carrière. Voilà, on demande que ça, hein. On demande que ça. Et aujourd'hui, à part peut-être Dante, il y a aucun joueur qui est à ce niveau d'importance dans le cœur des supporters les plus anciens. Donc c'est formidable de leur venir pour un match comme ça, même si l'issue était pas favorable pour nous, mais très heureux de l'avoir revu, vraiment. J'ai passé un très très bon début de soirée.
Jérémy, beaucoup d'émotions pour notre génération, hein, du coup, qui a connu et bien connu le Stade du Rail et qui se souvient encore bien de cette saison 2012-2013. Alors, on vous invite on a fait un podcast il y a quelques années maintenant avec Romain Genevoix, un des artisans de cette 4e place en 2012-2013, qui nous avait un peu parlé de l'ambiance au club dans cette équipe, de Dario, entre autres, notamment aussi. Donc, on n'hésitera pas à vous le partager si ça vous intéresse, hein, ça se retrouve sur nos canaux habituels. Mais bon, à part pour faire de la pub, Jérémy, cette saison 2012-2013 et puis le retour de Dario à Nice et à l'Alliance hier, toi aussi, tu étais beaucoup émotionné. Ouais, beaucoup émotionné, ouais, aussi. Non, non, c'est un bon, comment dire? C'est très cool de l'avoir revu. C'est un attaquant, un joueur qui m'a énormément marqué, sur la fin de mon adolescence, sur le début de mes études aussi, vers la fin de son passage à Nice. Donc non, c'est un joueur qui est très, très important pour Nice, qui m'a énormément marqué, qui a fait une saison où on a fini 4e, où il a été le grand artisan avec une belle équipe de cette place-là. Il a marqué beaucoup de buts qui sont mémorables, hein. C'est aussi le premier buteur de l'histoire à l'Alliance Riviera quand même. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un très grand joueur du club, une légende, et c'est un joueur qui restera toujours dans nos cœurs. Donc non, c'était très sympa de le revoir, et ça avait ouvert la soirée d'une belle manière. En tout cas, j'espère qu'on le reverra de temps en temps, et que ce sera pas la seule fois. Mais non, en tout cas, oui, super content d'avoir revu ce joueur que j'aime énormément. Ouais. D'ailleurs, hein, enfin, je trouve quelque chose qui témoigne vraiment de l'importance qu'a eu Darius Vitanic pour les supporters niçois au Café des Aiglons. Il s'est quand même pris en photo avec 2 ou 3 petits garçons qui s'appellent Dario, à cause ou grâce à lui, en tout cas, et qui ont forcément du coup une petite dizaine d'années. Enfin, c'est assez exceptionnel. Je pense qu'il y a pas énormément de joueurs à Nice qui, ben, du coup, ont donné leur prénom à des enfants de supporters. Donc voilà, moi je trouvais le clin d'œil très sympa, en tout cas rediffusé par les médias du club, et voilà, ça témoigne vraiment de l'importance qu'a eu Darius Vitanic il y a un peu moins de 10 ans dans la vie de notre club. Voilà, ça c'était le moment feel good pour essayer de recharger un peu les batteries. On va passer au match face au Paris Saint-Germain qui a eu lieu hier soir, du coup, à l'Alliance Riviera, une défaite de 2-0. On va commencer par le commencement, hein, comme on a l'habitude de faire dans cette émission, et par la composition des deux équipes. Didier Digard, du coup, qui était reparti sur une défense à 5, en tout cas au début de la rencontre. Melvin Barr et Antoine Mendy sur les côtés. Youssouf qui accompagne notre charnière Todibo Dante en défense, Kasper Schmeichel au cage, bien entendu. Et Turkel, je sais que tu vas avoir envie d'en parler, mais promis, on va avoir une petite page Kasper Schmeichel. Ramsey Boudaoui au milieu de terrain, et devant, voilà, dans un rôle hybride un peu à gauche, Kefren Turam, et puis Nicolas Pepe et Terem Moffi devant. Alors la question est toujours la même, mais peut-être que pour une fois, ça va nourrir un peu plus les débats. Messieurs, tant par le choix du système tactique dont Didier Digard est revenu en cours de match notamment, mais surtout peut-être par le choix des hommes qui ont été titularisés. Est-ce que pour vous, c'était le meilleur choix, que ce soit tant par rapport aux joueurs disponibles? Là, on sait que notamment à droite, on est un peu à court d'options avec les blessures de Youssef Attal et de Jordan Lotomba. Mais voilà, aussi par rapport à l'adversaire et au tempo qu'il fallait imprimer dans ce match pour espérer y exister et obtenir un résultat. Moi, qu'on soit en 4-3-3 ou en 3-4-3 sur les derniers matchs, j'ai pas beaucoup de préférence, parce qu'on a montré qu'on était quand même assez à l'aise dans ces deux schémas-là, surtout avec Youssouf, qui te permet de changer de schéma peut-être même en cours de match, comme on l'a fait hier soir. J'étais un petit peu surpris quand même par certains choix de la compo, certains choix de joueurs, donc pas forcément le schéma, mais les joueurs, et notamment Gaëtan Laborde sur le banc. J'ai pas trop compris pourquoi, au vu de son état de forme en ce moment. Peut-être qu'il était un peu blessé, ou qu'il n'était pas forcément très en forme, je sais pas. C'est la seule raison pour laquelle, à mon sens, il n'était pas titulaire. Surtout qu'il a fait une bonne entrée quand même en fin de match. Je suis un peu, ça m'a surpris, parce que justement c'est une compo qui pour moi te permet pas forcément de rester très haut sur le terrain.
On l'a vu notamment en début de match, on a eu quand même pas mal de mal à rester haut sur le terrain. On a quand même pas mal subi la possession de Paris. Quand on est repassé à 4 derrière, en fait, on a pu se remettre un petit peu plus haut sur le terrain, avoir des occasions un peu plus franches. Donc non, enfin, on va dire dans le schéma, de toute façon, il y a eu ce réglage en cours de match, donc ça va. Mais c'est vrai que moi c'est le choix de Gaëtan Laborde que je retiens surtout. Je le comprends pas trop. Après, c'est l'équipe, on va dire type de dernière semaine, et avec les absents que l'on a, le milieu de terrain, c'est le milieu de terrain titulaire de toute façon. Et d'ailleurs, c'était notre point fort hier soir, c'était le milieu de terrain Ramsey, Boudaoui, Thuram. Et après Ndaï Chimi aussi qui est venu au milieu, qui ont été tous les quatre très très bons. Donc non, après à part la board, j'ai pas d'autres points sur la compo qui sont étranges, quoi. Torkel, effectivement, sans spoiler, la non-titularisation de Gaëtan Laborde par rapport à son état de forme de ces dernières semaines. Alors, il y a peut-être un élément médical, comme le disait Jérémy, qui nous échappait. Peut-être une stratégie aussi de le préserver un peu dans l'enchaînement des matchs avec la Coupe d'Europe qui arrive jeudi. Mais en tout cas, c'est Nicolas Pepe qui lui a été préféré. On va parler des performances de Nicolas Pepe, notamment sur cette rencontre après. Mais pour toi, voilà, déjà le cas Gaëtan Laborde, et puis après le reste que cette compo a pu t'inspirer hier soir. Moi, la compo, m'a pas choqué, hormis la titularisation de Pepe. Je trouvais bien. Je pense que c'était ce qu'il fallait faire au départ, parce que le milieu de terrain, c'est notre meilleur milieu de terrain, c'est celui que je préfère. C'est là où on a été le meilleur sur le terrain. Je veux dire, ça combinait assez bien, ça a récupéré beaucoup de ballons. Ramsey a fait un match incroyable en termes de récupération de ballons. Il est tellement précieux. Mais voilà, j'ai quand même apprécié le changement de système en cours de match, parce qu'il y avait besoin. On commençait à prendre de la pression, donc il fallait quand même se solidifier un petit peu. Maintenant, Pepe, je comprends pas. Pepe, je comprends pas, ses performances n'en font pas un titulaire indiscutable. Je vois pas ce qu'il fait sur le terrain titulaire à la place de Laborde. Et il reste Alors 90 peut-être minutes sur que la pelouse encore. C'est et encore il est resté le plus 90 étonnant. minutes. Alors que c'était à mes yeux, après peut-être que certains diront le contraire, mais à mes yeux, c'était le moins bon sur le terrain, sans hésitation possible. Et ce que je comprends pas, c'est que, alors peut-être que Dicker s'est dit bon, on a besoin de vitesse sur ce côté-là parce que euh, ça va être chaud en face. Les latéraux parisiens, ça va vite aussi, donc faut pouvoir les rattraper, quoi. Et Laborde, bon, effectivement, la vitesse, c'est pas son point fort. Maintenant, il avait Mendy qui était quand même en couverture, qui va lui beaucoup plus vite que Pepe, m'est avis. Mais enfin, je suis quand même très déçu. Moi, j'aurais aimé tester un 3-5-2 avec un duo Laborde-Mofi, par exemple. Voilà. Maintenant, autant j'ai trouvé Thuram très bon sur la gauche, autant j'ai trouvé Pepe à chier à droite, quoi. Voilà. Je sors la sulfateuse. Je sors la sulfateuse, mais bon, je comprends pas. Je comprends pas ce joueur. Je comprends pas sa façon de jouer. Je comprends pas sa façon de communiquer. Je comprends pas son salaire. Il y a plein de trucs que je comprends pas. Mais dans un match aussi important que ça, enfin, je comprends pas qu'on mette pas un joueur dont on est sûr de l'engagement et de la qualité. Voilà. Bon, garde bien la sulfateuse au chaud, que ce soit pour Nicolas Pepe Oui, oui. ou pour d'autres personnes, elle va être utile dans cette émission très certainement. Est-ce que pour vous, alors au-delà du nombre de défenseurs, parce que déjà ça après c'est sur le papier, le schéma s'articule de façon différente après en cours de rencontre, surtout qu'on a encore évolué de schéma en cours de match. Mais est-ce que pour vous, en fait, Didier Dillard a peut-être un peu péché par, je sais pas si c'est manque d'ambition ou manque de volonté de faire le jeu? Est-ce qu'on a trop respecté le Paris Saint-Germain en décidant par exemple de mettre un Nicolas Pepe qui allait apporter plus de garanties au niveau vitesse que Gaëtan Laborde, que ce soit pour rattraper son vis-à-vis parisien ou pour peut-être tenter de jouer un peu plus le contre que la construction et que la conservation de balles? Est-ce que pour vous c'était
le choix approprié et on en parlera après quand on évoquera le déroulé de la rencontre. C'est pas non plus passé si loin que ça d'être un choix payant. Voilà. Au-delà de la question de Nicolas Pepe qui cristallise un certain nombre de tensions, et on l'a vu notamment hier soir sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter. Est-ce que voilà, pour vous, on n'aurait pas pu également être plus ambitieux dans le jeu? Est-ce que c'est le manque de résultats positifs des dernières semaines qui nous a aussi logiquement conduit à être un peu plus prudent? Qu'est-ce que vous en pensez sur l'attitude des joueurs, et puis ça va nous permettre doucement de glisser sur le début de la rencontre? Je pense pas que ce soit les choix de Digard directement qui font qu'on a un peu manqué d'ambition. Je pense que la compo était assez cohérente, et en plus on voulait un peu se calquer sur la composition de Paris aussi, je pense, pour vraiment essayer de les contourner et les contenir au mieux. Après, on a manqué d'ambition, je trouve, moi, en première mi-temps notamment. On s'est un petit peu réveillé tard en première mi-temps. On a un peu trop respecté Paris, et je pense que justement en début de match, ça aurait été bien de directement leur rentrer dedans et de leur mettre la pression pour les faire douter, parce que c'est une équipe qui doute. Et le problème, c'est qu'on les a laissés un peu prendre en confiance. On les a laissés un petit peu trop tranquilles, je trouve, la première demi-heure notamment. Jusqu'au but de Après, c'est un Messi, peu du changé. coup. Voilà, jusqu'au but qui nous a un petit peu réveillés, je trouve. Bon, après, on a eu des occasions qu'on aurait dû largement mettre, notamment en fin de première mi-temps. Mais voilà, je trouve que ouais, on a manqué un petit peu, alors pas d'ambition, parce que je pense qu'il y avait quand même cette volonté d'aller faire quelque chose, de gagner le match, hein. Les joueurs ont montré beaucoup d'envie hier soir. Mais voilà, je trouve j'aurais préféré qu'on rentre dans le match avec énormément d'allant, énormément d'envie, mais dans le sens vraiment de bousculer Paris un peu plus que ça, et pas forcément les attendre bas comme on l'a fait en début de match. Je pense que ça les a un peu mis en confiance. On aurait pu justement plus les mettre en difficulté, et les mettre en difficulté en les gênant, et en leur faisant pas part de confiance, parce qu'ils étaient en difficulté sur les derniers matchs. Donc moi, c'est un peu mon regret sur ce début de match. Après, je pense pas que ce soit les choix de Digard directement qui font qu'on ait manqué d'ambition dans le match. Torkel, par exemple, quand on regarde les latéraux, hein, que ce soit Barr ou Mendy, alors je dis pas que ça aurait été mon choix, mais si par exemple tu alignes Amraoui et Beka, forcément ta défense à 5, elle a un visage totalement différent. Encore une fois, je dis pas que ça aurait été une meilleure idée ou que le résultat aurait été totalement différent, mais Didier Digard également avec Thuram en guise de faux ailier gauche, un peu comme pouvait le faire Christophe Galtier l'année dernière. Tu as mis quand même je trouve une composition d'équipe qui visait à te rassurer peut-être avant tout, ce qui, encore une fois, se Oui. comprend par rapport aux dernières semaines. Je pense qu'il cherchait une assise défensive un peu plus intéressante, parce qu'il savait qu'à un moment donné, de toute façon, dans le match, on allait subir, et que quand tu subis contre Paris, la moindre erreur, la même moindre demi-erreur, tu la paies cash. Non, ce qu'il aurait pu tenter, c'est peut-être Beka à la place de Mendy et Boanani à la place de Pepe. Mais je pense qu'il a misé quand même sur un peu plus d'expérience, en tout cas devant. Parce que pour Mendy, l'expérience, c'est pas trop ça non plus. Mais en fait, ce que j'ai apprécié, et je pense pas, je suis un peu comme Jérém, je pense pas que ce soit les choix de Digard qui causent le manque d'ambition. Je pense que les joueurs ont pas tout de suite su comment prendre ce match. Et ils ont trouvé non, pas le but, mais ils ont trouvé le point faible, c'était ce pressing très haut qu'ils ont fait sur les relances parisiennes. Ça a beaucoup marché, et peut-être que ça justifiait le choix d'avoir Pepe, Moffi et Thuram alignés devant, parce que ça mettait beaucoup de vitesse. C'est des gars qui ont un cardio extraordinaire. C'est des qualités qu'ils ont tous les 3, on peut pas leur reprocher. La preuve, Pepe tient 90 minutes hier, Encore une fois, c'est voilà, dingue, hein. encore une fois. Ouais, c'est fou. Non, mais ça a très, très bien marché, et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas su concrétiser, parce que justement, à chaque fois, c'est la dernière passe qui pêche. Mais non, je pense, enfin, on a eu des trous d'air, hein. On a eu notamment le début de match, comme vous le disiez tout à l'heure. Le début de match, ça a été compliqué. Je pense qu'on n'a vraiment pas su comment prendre cette équipe de Paris, parce que le duo Mbappé-Messi devant, c'est pas toujours habituel. Et pour le coup, Mbappé était pas tant en forme que ça. Non, il s'est encore fait pocket par Todibo, mais bon, c'est une habitude 2 fois par saison, de toute façon, hein. J'ai envie de faire un montage
Tu savais. Mais tu vois, c'est pas la poche du jean, c'est la petite poche à gousset, tu vois. Il rentre là-dedans, là, en ce moment, avec Todibo, c'est fou. Enfin, bref. Non, je trouve pas qu'on ait manqué d'ambition, je trouve qu'on a manqué de justesse technique, moi. Non, mais C'est vraiment ça qui m'a gêné. comme tu le disais, comme disait Jérémy, il y avait aussi peut-être la question déjà de ne pas savoir comment prendre cette équipe de Paris, hein, que ce soit par sa composition d'équipe ou par le fait que c'est le PSG, mais un PSG blessé, donc t'as pas non plus envie de partir la fleur au fusil, mais tu dois quand même malgré tout essayer de les bouger un peu, et encore une fois, comme tu le disais, hein, aussi chercher une assise défensive, ce qui se comprend aussi par les dernières semaines un peu compliquées que le gym a pu vivre. Bon, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Il s'en est fallu pas grand-chose hein, d'un Gianluigi Donnarumma qui a décidé de faire un bon match dans la saison, et malheureusement, c'est contre nous. De la Godline Technology qui n'a jamais été aussi précise également, mais c'est vrai que ça ne passe pas très loin au final d'avoir un scénario de match complètement différent. Alors voilà, on va pas se ranger derrière des éléments contraires aussi. Hein. L'OGC Nice a pêché par certains manques, et notamment en défense. Alors on se prend au final qu'un but dans le jeu, mais ce but de Lionel Messi, je crois que c'est Pancho qui a posté la capture d'écran hier sur son compte Twitter. Tu vois en fait que Lionel Messi, il a le temps d'ajuster sa frappe, il est au milieu de 5 Niçois dans la surface qui forment un très joli cercle équidistant autour de lui, mais du coup il n'y a personne au marquage. La défense, c'est vraiment ce qui faisait notre force ces dernières semaines, et même quand c'était compliqué avec Lucien Favre, c'était un des rares secteurs de jeu qui donnait satisfaction. C'était d'autant mieux après avec Didier Dillard. Mais là, même si l'OGC Nice ne prend pas non plus beaucoup de buts, très clairement, on sent que la défense est beaucoup moins sereine, beaucoup moins impériale. Kasper Schmeichel est moins décisif, même si sur le match d'hier, il fait les arrêts qu'il faut, et pas ni plus ni moins peut-être. Est-ce que pour vous la défense était un peu en sur-régime sur ce début d'année 2023 et on revient à un niveau correct, que ce soit un Todibo qui a peut-être du mal à digérer le contre-coup de sa sélection en équipe de France, Dante qui commence à payer l'enchaînement de ses matchs, Schmeichel qui revient au niveau qui était peut-être le sien. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que ça vous a inspiré la prestation défensive, et on peut étendre aux 3 autres joueurs de la défense aussi naturellement, mais on sent quand même qu'on est moins ce côté invincible derrière qui nous permettait au final de se dire qu'au pire des cas on gagnerait le match 1-0 courageusement. J'ai pas encore j'ai pas encore ce sentiment de début de saison où on était fragile derrière, tu vois. En fait, là, les 2 buts qu'on prend hier soir, c'est des erreurs de marquage, si je me trompe pas. C'est 2 erreurs de marquage sur deux actions très différentes. Et tu vois, j'ai la capture là de Pancho devant les yeux. Et effectivement, Todibo le voit tard, je pense, parce que Boudaoui est en retard, Thuram il est statique, donc erreur de marquage bête sur un centre à ras de terre qui, on le sait avec eux, c'est un peu leur spécialité en plus. Que tu dois pouvoir couper à Ouais, défaut d'être au duel avec Messi. Et en fait, tes joueurs ils sont en train de regarder Messi, tous nos joueurs. Voilà, il y a Youssouf qui essaie de couper la passe, mais il arrive largement trop tard. Mendy il marche, il s'est fait passer salement en plus, je crois enfin bref, c'est vraiment dommage. Et puis c'était quoi, c'était un corner, je crois. Oui, c'était un corner sur le but de Ramos. Ouais, je suis juste en face en plus. Franchement, je crois qu'il y a mésentente sur le marquage parce que Dantier il a Ramos dans son dos, et je crois que c'est qui c'est qui vient en marquage avec lui, je me rappelle plus. Bref. Il y a Brahimi qui est au poteau aussi, mais ouais, enfin franchement je vais pas lui en voir à lui pour le coup. Non, mais on sent qu'il y a ce marquage collectif qui devient un peu défaillant. Le quadrillage en fait du terrain est moins efficace. Donc l'idée c'est pas de dire qu'on est devenu perméable et fragile non plus, mais vraiment se dire ce sentiment de sécurité où quand tu avais un verrou qui sautait, t'en avais 3 qui arrivaient derrière systématiquement. Moins de sérénité, tu vois. Et c'est là à la limite un Rosario m'aurait manqué plutôt dans le match. Je trouve, tu vois.
Franchement, à la fin, il est rentré à la place de Mendy. Moi, j'aurais titularisé presque. Sacrée rentrée de Pablo, effectivement, on en parlera peut-être un peu plus tard dans l'émission. Oui. Jérémy, tu commençais à dire par rapport à la défense, on sent que ça commence à devenir un peu plus compliqué. L'idée, c'est pas non plus de taper sur notre secteur du jeu qui est peut-être encore le plus efficace et qui sera probablement la satisfaction de la saison de toute façon, quelle que soit la manière dont elle se termine, mais on sent qu'en fait, et ça va être, je pense, la thématique de cette émission, on a manqué vraiment de lucidité et d'efficacité dans les deux zones de vérité. Alors devant, voilà, un Donnarumma, les poteaux, la goal line, tout ça, mais derrière, au final, ça s'est joué sur pas grand-chose, que tu concèdes pas tant d'occasions que ça, mais face au Paris Saint-Germain, ça passe beaucoup moins bien que face à n'importe quelle autre équipe de Ligue 1. Ah, ça commence à faire beaucoup, je trouve, de buts entre guillemets offerts, parce que hier soir, les deux buts quand même, vous en avez parlé, hein, le but de Messi, je sais pas combien de joueurs autour, Messi n'est pas marqué dans la surface, c'est quand même assez dingue de dire ça. Et sur le corner, on sait que Ramos c'est le principal danger avec Danilo peut-être, et il est pas vraiment marqué quoi. Donc c'est quand même un petit peu dommage. Après ça fait plusieurs matchs que c'est comme ça, hein, le but de Lorient, deuxième but contre Nantes, le but contre Auxerre, c'est soit des erreurs, But on contre donne les Angers, buts aussi. voilà, le but contre Angers, c'est à chaque fois des buts dans la surface où on ne marque pas les joueurs. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Alors je dis pas que c'est forcément la faute de la défense en elle-même, c'est plus collectivement. J'ai l'impression que ça communique un peu moins, parce que je trouve que hier, Todibo, Dante ont refait un très bon match, notamment dans les duels. Après, c'est plus dans la défense globalement, l'équipe en elle-même. Je trouve que ça manque de communication. Le placement est un petit peu étrange. Et moi, ce genre de but, ça commence un peu à m'agacer parce que ça fait comme je disais, ça fait un moment là quand même, hein, qu'on prend des buts un peu qui sont largement évitables et ça nous fait perdre quand même beaucoup de points. Donc c'est vraiment dommage. En plus, comme tu l'as dit, on va y venir sans doute après, on manque de réalisme aussi offensivement, c'est une catastrophe, même s'il n'y a pas de chance, il y a des occasions et des situations hier où ça doit finir par un but. Tu peux pas finir un match avec 21 tirs et 0 but, c'est pas possible quand tu veux jouer à un très très haut niveau. Donc non, voilà, on manque de réalisme dans les deux surfaces, et de toute façon, je pense que c'est le résumé un peu du match d'hier soir aussi, hein. C'est ce manque de réalisme dans les deux surfaces qui nous coûte le match et qui nous a coûté aussi les derniers matchs, les 5 derniers matchs pour moi, de manière globale. Donc non, j'ai pas envie de dire que c'est la faute de Todibo Nantais, parce qu'hier ils ont fait un bon match, je trouve. Ils ont, à part contre Angers où ils étaient passés un tout petit peu à côté tous les deux, il y a eu la petite erreur de Todibo, ça arrive, on lui en veut pas. Là hier ils ont refait un très bon match tous les deux. Youssouf aussi a fait son match. Donc bon voilà, après plus sur les deux latéraux, je trouve que défensivement ça a été quand même très compliqué. Ils ont vraiment été en difficulté. Mais sur la défense centrale en elle-même, non, ils ont fait le travail. Après, voilà, sur le but de Messi, c'est très dommage. C'est l'erreur la grosse erreur du match, ça nous coûte le but. L'image est Mais voilà, il terrible, va hein. falloir un Après, peu, c'est ouais, qu'une image arrêtée, mais elle est vraiment terrible. ouais, mais on avait Et fait la même, hein, par l'autre. contre Lorient et contre Nantes, hein, notamment. C'est vraiment des buts, tu te dis, mais comment c'est possible? T'as tous les défenseurs autour et t'as le gars tout seul, l'attaquant, qui est là et qui est tranquille, quoi. Donc il va vraiment falloir corriger ce point-là parce que ça devient un petit peu inquiétant quand même. Tu l'as dit, hein, 21 tirs pour l'OGC Nice, seulement 7 cadrés, mais c'est toujours mieux que le Paris Saint-Germain, 13 tirs, 4 cadrés. J'ai pas d'expected goals en tête, hein, du coup, mais vraiment, on peut pas dire que l'OGC Nice n'a pas pesé sur le match, n'a pas eu d'occasion. C'est vraiment le point positif qu'il faut retenir, c'est que l'OGC Nice, voilà, a eu les opportunités de revenir dans la rencontre. Bon, le gros point négatif, c'est que tu repars avec 0 but forcément, et on va en parler on va dire cette c'est même pas malchance le mot, hein, mais de cette maladresse offensive, en tout cas ce manque de réalisme. Donc l'OGC Nice qui, tout d'abord, signalons-le, a buté sur un excellent Gianluigi Donnarumma, hein, qui a pas été à ce niveau-là ni en club ni en sélection très souvent ces derniers mois et ces dernières années, hein. Bon, pas de chance, ça tombe sur nous, mais je pense qu'il y a quand même bien une ou deux occasions qui, avec un autre gardien de Ligue 1, termine au fond. Il y a l'épisode de la goal line technologie, hein, sur le but à 99,9% de Dante, qui malheureusement du coup n'a pas pu être accordé. Comment est-ce que vous vivez? Est-ce que pour vous
c'est le scénario d'un match, un gardien très fort et une malchance, ou en tout cas une opportunité ratée à un cheveu, littéralement, qui font que le scénario tourne en notre défaveur? Ou est-ce que pour vous, c'est juste, on va dire, une loupe? En tout cas, c'est révélateur d'autres problèmes de notre attaque ces dernières semaines. Hier soir, on a vu un gardien qu'on n'avait pas vu depuis l'Euro 2021. Il a fait un match, je crois qu'il sort un truc comme 4 ou 5 arrêts décisifs, si je dis pas de bêtises. Ce qui est une performance très très bonne. Et ça l'a valu, c'est l'homme du match en plus, je crois. De toute façon, ça c'était sûr. Non, bah, je pense que je crois que c'est sur la frappe de Pépé, je crois qu'il sort un arrêt de dingo et que de toute façon, tu mets n'importe quel autre gardien, oui, effectivement, elle rentre. C'est à moitié du talent, à moitié un peu de chance. Mais il est là au bon moment et puis il nous en sort. Ouais, en deuxième mi-temps, ouais, non, mais il fait des arrêts incroyables et en plus de ça, défensivement, Paris, c'est très, très solide. Enfin, on le sait, hein, c'est très solide et si t'es pas, très bon dans tes dernières passes, ce qui a été clairement notre péché hier, c'était insupportable, bah, ça marche ça passe tu peux pas marquer. Déjà, tu as un gardien, il est en feu, le mec, littéralement. Puis tu as une défense qui est, quand même, Marquinhos, Ramos, plus les 2 latéraux, tu as Hakimi, je me rappelle comment il s'appelle, Mendes, il y avait, Nuno Mendes, ouais, Mendes. et tu avais Pereira au milieu. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Si tu arrives pas à faire ta dernière passe comme il faut, qu'est-ce que tu veux faire? Je pense très fort au petit rush de Kefren, qui arrive dans la surface et qui ne frappe pas. Cherche la Il fait petite une passe en passe, profondeur pour un numéro mais 9 qui n'était pas là, mais malheureusement. mais faut frapper là, faut frapper, je suis désolé, enfin à un moment donné, tu as 21 frappes, 7 cadrées, mais ça suffit pas contre Paris. Ça ne suffit pas contre Paris, ça. C'est contre Paris, bah, il faut que tu frappes autant que tu peux et c'est là que j'ai beaucoup Ou aimé que la tu rentrée frappes mieux, de en tout cas, parce que là, un et que tu tiers de frappes mieux, ouais. frappe cadrée, c'est Non, quand même pas mais exceptionnel non plus. Et puis, ça, puis les centres, excusez-moi, mais bon, c'est bon. Les centres là, enfin, j'ai rarement vu ça, en Ligue 1, autant de centres, aussi pourris, hein, il y a pas d'autre mot, hein. ce qui est bien, Que c'est ce que soit des Melvin Barr centres ou que le a corner. réussi à régler le problème. Il ne centre plus, donc du coup, il ne fait pas Ouais, de mais je centre pense raté. qu'il a il a transmis sa malédiction, à tout le reste de l'équipe, vraiment. Non, non, en fait, enfin, on a eu une défense parisienne très solide et nous, si les intentions étaient bonnes, techniquement, la finition était pas là et c'est ce qui nous manque depuis depuis Monaco, en fait. Depuis Monaco, bah, tu n'arrives plus à marquer des buts, de manière aussi, tu plus à l'aise devant, en fait et c'est les carences qu'on avait au début de saison, hein, on s'en rappelle très bien. C'est vraiment ce qui faisait qu'on perdait des matchs. C'était pas le manque d'occasion, c'était pas le jeu. Bon, le jeu était pas fou, Mmh. mais c'était les occasions qu'on ne convertissait pas et c'est toujours le même problème. Donc pas sûr que Digard ait gommé, ces écarts-là. Peut-être qu'on a vécu un électrochoc qui a fait qu'on a eu une très bonne période, en ce début d'année, 2023, mais là, les carences sont toujours là. On a un ailier droit, Nicolas Pepe, qui, pour moi, bah, n'apporte pas grand-chose. Je suis désolé de le dire encore une fois, il a eu 2 frappes dans le match, une qui aurait pu rentrer très très certainement sur notre gardien et une autre, qui file devant le but, voilà, je sais pas. Moi, ça me suffit pas dans un match, Nicolas Pepe, ça, hein. Je suis désolé, hein. Mais bon, voilà, c'est compliqué parce que, ben, tu arrives dans le jeu à, montrer quelque chose de très intéressant. Le milieu de terrain, je le trouve très bon, c'est vraiment c'est très fort. Mais par contre, devant, c'est un problème, hein. Tu des mecs qui courent, mais mais qui ne tirent pas bien ou qui ne trouvent pas le bon moment pour prendre la bonne décision. Voilà. Jérémy, Torkel le dit, hein, alors rien à voir avec le début de rencontre, notamment dans l'intensité, dans le pressing, dans la fraîcheur physique, hein, par rapport à l'équipe de la phase aller, bien entendu. Mais par contre, si tu décortiques un peu les problèmes qui coûtent des points aujourd'hui à l'OGC Nice, tu retrouves quand même un écho par rapport au problème du début de la saison, hein, ce manque vraiment cruel d'efficacité dans les 2 surfaces qui, au final, font que, ben,
tu partages les points ces dernières semaines et là même tu n'en rapportes aucun, alors que si tu regardes les statistiques, le contenu du jeu, la bataille du milieu de terrain, bah, tu n'es pas en difficulté, bien au contraire, en tout cas pas hier soir. À quoi c'est dû? Est-ce que, comme le dit Turkel, il y a eu un moment où l'OGC Nice a réussi à faire une série à l'arrivée de Didier Dillard, qui nous a mis en confiance, et la réussite, du coup, la confiance provoque la réussite en général. Et aujourd'hui, ça s'étiole. On revient peut-être un peu plus à ce qui est le véritable niveau de l'OGC Nice et de ses joueurs cette saison. Est-ce que c'est voilà un retour de karma, si tu es superstitieux, je sais pas, ou est-ce que c'est l'animation offensive qui a été qui est un peu grippée maintenant. Alors bon, ça coïncide avec le retour de Nicolas Pepe dans le 11. Est-ce qu'on a cassé quelque chose qui s'était installé en réinstallant Nicolas Pepe, qui a peut-être pas participé à la construction de cette équipe ces dernières semaines? On sait que c'est lui qui portait l'équipe sur la phase aller. Peut-être que il s'attend, ou il essaye de faire la même chose sur cette deuxième partie de saison, sans malheureusement pour lui et pour le Nice la même réussite. À quoi est-ce que toi de ton côté, à quoi est-ce que tu attribuerais ces difficultés du moment? Alors déjà, la première chose que je note, et tu l'as rappelé, c'est vrai que dans le contenu, c'était quand même pas trop mal. En fait, on a eu 3 bonnes phases, justement en fin de première mi-temps, début de seconde mi-temps et fin de match, où on a été très très bon à la récupération. On a réussi à rester très haut sur le terrain, ce qui nous a permis d'avoir beaucoup de situations et d'occasions. Malheureusement, ouais, le constat est le même aussi depuis quelques matchs, hein, et je le disais, là, on a fait quand même 21 tirs et tu arrives pas à mettre un but, c'est hallucinant. Donc oui, il y a pas de chance, notamment la frappe de Dante. Il y a aussi la barre de Danilo contre son, qui a fait marquer contre son camp. On n'a pas beaucoup de chance de ce point de vue-là. Après, pour moi, et bon, dites-moi si je suis trop exigeant, hein, mais par exemple, l'occasion de Pépé en fin de première mi-temps, pour moi, ça doit être but. Je suis désolé. Alors, je peux comprendre qu'on dise que Donnarumma fait un très bon arrêt, ok. Pour moi, Pépé doit faire beaucoup mieux sur cette action-là. Landreau, à la mi-temps, l'a dit aussi, partageait cet avis-là. Il a dit, ok, Donnarumma sort bien, il fait ce qu'il faut, mais Pépé doit faire mieux. Pépé, il doit faire autre chose Thuram que lui donne un pousser le ballon sur super, lui, voilà. en tout cas. Pépé pousse le ballon, et le ballon rebondit au sol avant de rebondir sur la jambe de Donnarumma. Je veux dire, là, tu dois faire une frappe tendue et prendre filet opposé de Donnarumma. Je veux dire, là, il doit y avoir but. Si on veut commencer à gagner ce genre de match-là, si on veut être au haut niveau, ce genre d'action, c'est but, tout simplement. Pour moi, en tout cas. Après, je suis peut-être trop exigeant. Après, il y a des situations, la seconde frappe de Pépé dans le match, là, c'est Donnarumma qui fait un très bel arrêt, et la frappe est très belle, hein, ça passe pas loin. Mais il y a des situations, typiquement, on tire, je sais pas combien de fois au but. Alors déjà, pour que ce soit cadré, c'est compliqué. Après, on tire dans des zones à hauteur du gardien ou trop dans l'axe. Donc, c'est quand t'as un gardien comme Donnarumma, c'est tout de suite plus compliqué pour marquer. Et surtout, moi, comme l'a rappelé Torkel, et je suis d'accord avec ça. Moi, mon problème, c'est que dès qu'on arrive devant la surface, on fait du handball, quoi. Enfin, à chaque fois, on fait je sais pas combien de passes avant de tirer, c'est pas possible. Il faut tenter un peu plus, il faut être un peu plus, avoir plus d'instinct. Les matchs contre Marseille, contre Monaco, contre Lille, par exemple. Bon, Lille, c'est un moins bon exemple, mais allez, Marseille, Monaco. On a gagné ces matchs-là parce qu'en fait, on se posait pas de questions. En fait, on faisait des frappes, on a fait comme On ça a venait. provoqué la On a fait réussite, l'instinct. tout simplement. Voilà, c'était l'instinct, on s'est pas posé de questions. Là, dès qu'on arrive devant le but, ça se voit, on se pose 10 milliards de questions. Alors, heureusement, des fois, il y a Moufi. Bon, Moufi, d'ailleurs, qui a pas été trouvé hier soir. Il a pu avoir un tir, je crois, qui a été contré par Danilo, dans un angle un peu fermé. Mais on voit qu'il y a trop d'hésitation devant les buts. Ça prend trop de temps, c'est pas Ouais. bien placé, c'est Pas trop assez de compliqué. mouvement, pas assez d'appel, hein. Quand tu Oui, dis enfin, vraiment qu'on Aussi, fait oui, handball, ouais. parce que tu as l'impression qu'en fait, tout le monde est statique, personne n'offre de C'est solution. trop long. merci. À part faire le tour sur l'arc de C'est ça, c'est cercle à trop long. 25 mètres, tu n'as rien à faire, en fait. C'est hyper statique. Je trouve ça hyper statique, c'est-à-dire que je crois que Thuram râlait à propos de ça pendant le match. Il n'y avait pas de mouvement autour du porteur, ça ne bougeait pas, ça attendait que quelqu'un prenne la décision, en fait. Et donc du coup, le mot, ce serait initiative. Voilà. Il n'y a pas d'initiative offensive, dangereuse. Voilà.
Pas de mouvement et pour un peu peut-être, décharger le dos de Nicolas Pepe qu'on a quand même déjà bien attaqué, c'est vrai qu'en fait un joueur qui, aime la vitesse, la profondeur, le mouvement, ben, là il s'est quand même retrouvé souvent, servi, balle au pied, en étant, fixe. Donc à part essayer d'aller, provoquer au duel, d'ailleurs je crois qu'il a perdu 9 duels, c'est le joueur qui en a le plus perdu, hier. Tu jouais pas non plus sur ses qualités, ça correspondait peut-être mieux aux qualités d'un Gaëtan Laborde justement. Enfin, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a ce problème-là au niveau de la construction offensive, même si on a quand même suffisamment de talent hein, devant. On en manque pas du tout pour quand même rester sur une série de matchs où on marquait à chaque fois. Et là, avec le presque but de Dante, on était en passe de la continuer en tout cas, mais je trouve que c'est inquiétant et dans un match face à une équipe comme le Paris Saint-Germain où tu ne peux pas non plus te permettre de gâcher trop d'occasions. Hier, voilà, avec tout ce que tu as croqué et toutes les mauvaises décisions que tu as prises devant, effectivement, je pense que c'était inéluctable que tu perdes en face. Eux, ils ont eu besoin de la moitié des occasions pour nous mettre de buts. Hein, donc c'est vraiment significatif de ce qui a coûté le match à l'OGC Nice. Avant de passer sur notre sujet sur, on va dire, la fin de match et le traitement médiatique qui s'en est suivi. Je vous propose peut-être d'ouvrir un dossier, d'ouvrir une page sur le joueur ou le moment. On va rester sportif pour l'instant de votre choix hier. Je vais commencer parce que vous en avez déjà un peu parlé, notamment le super match de Aaron Ramsey. Ça me permet de faire un lien avec l'actualité. Donc Aaron Ramsey qui restera vraisemblablement à l'OGC Nice l'année prochaine puisqu'il a joué déjà suffisamment de matchs dans la saison pour lever la deuxième année contractuelle puisqu'il avait signé 1 an plus 1 an l'été dernier. Donc bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. On s'est posé beaucoup de questions sur ce joueur, notamment pendant l'hiver où il n'était pas revenu à Nice, mais sur la phase retour, Didier Digard en a vraiment fait quelque chose de très intéressant. Et je crois que c'est Turkel qui le disait, ce milieu de terrain, Boudaoui, Thuram, Ramsey, c'est peut-être ce qu'on a de plus fort dans notre équipe, ou en tout cas de plus séduisant aujourd'hui. La question aujourd'hui se pose même d'une troisième année, en tout cas d'une extension de bail de 2 ans, puisque apparemment c'est la volonté du club comme du joueur. Ça lui permettrait en plus de venir s'installer avec sa famille sur la Côte d'Azur, et on sait que c'est ce qui avait causé ces absences post-Coupe du Monde, le fait d'être éloigné de ses proches. Donc pour vous, déjà, le match de Ramsey hier et son avenir à l'OGC Nice, est-ce que aujourd'hui, finalement, la signature qui était un peu médiatique et un peu, on va dire, patriotique de Dave Braceford, qui signait du coup un international et désormais capitaine de la sélection de son pays, le Pays de Galles, est-ce qu'aujourd'hui, ça, c'est un bon coup sportif pour l'OGC Nice, et est-ce que vous souhaitez voir Aaron Ramsey s'inscrire dans la durée avec notre club? Ouais, totalement, hein. C'est Hier soir, il a encore fait un très bon match et justement la nouvelle qu'on a eue, dernièrement, m'a fait plaisir parce que je suis content de le voir, de voir qu'il a envie de rester. Justement comme tu l'as dit, il a envie de rester, il a envie de faire venir sa famille ici. C'est une très bonne chose, on a besoin de ces joueurs d'expérience-là, donc on a Dante, mais voilà, si Ramsey aussi, reste sur le long terme, on va dire, c'est une très bonne chose parce que là, il est en train d'allier performance sur le terrain et justement, s'il a vraiment envie de rester, même en dehors du terrain, ça peut être important. Donc non, très content, ça sera un peu un second capitaine. On a besoin de ce genre de joueur-là, de ce genre de grand joueur-là, justement, pour les années aussi à venir. Donc non, très content qu'il reste. Ça reste un très grand joueur. Au départ, je me rappelle, j'avais un peu des doutes sur ses blessures, mais là, il s'avère que justement, il a un petit peu réussi physiquement à faire ce qu'il faut. Donc non, je suis très content qu'il reste au moins déjà pour 1 an de plus. Et on va voir s'il reste plus longtemps. Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est que justement on gère sa prolongation et on gère aussi la prolongation de Dante apparemment pour 1 an supplémentaire hors période de mercato. Donc c'est bien, ça fait gagner du temps aussi pour le mercato. Ces dossiers-là, on n'aura pas à les gérer et on pourra se concentrer sur le mercato en lui-même dès le début du mercato. Donc c'est une bonne chose de fait et très content en tout cas. Turkel? Très heureux, hein. Comme j'ai dit, il fait partie du trio de mon milieu de terrain préféré cette saison. Si on pouvait avoir des doutes à son arrivée, parce qu'effectivement il faisait partie du groupe de joueurs arrivés, sous
la houlette de Dave Brailsford. Et puis on pouvait être inquiet parce que bon, il était en méforme, il avait pas beaucoup joué avec la Juve, c'était compliqué, il y avait beaucoup de blessures. C'est un joueur qui se blesse régulièrement de toute façon. Heu, je pense que lui aussi a eu besoin de temps, en fait. Le début de saison, ça a été compliqué avec Lucien Favre, malheureusement. Heu, Malgré Ce un qui but lui a pour sa permis de première douter rencontre à Toulouse, hein. D'ailleurs, on se et rappelle, son ça et ça avait son commencé ouais. tambour battant. Ça avait bien commencé, oui, oui, ça avait bien commencé, mais les premiers matchs, enfin, on sait très bien que ça veut pas dire grand-chose sur l'état d'une équipe sur le long terme. Mais effectivement, pas grand-chose à lui reprocher de toute façon sur l'ensemble de sa saison, puisqu'il a été, je trouve plutôt bon, dans les rentrées qu'il a fait. Elles sont de plus en plus longues. Il est plus titulaire, parce que c'est vrai qu'au départ, il y avait quand même pas mal de matchs où il était absent. Il faisait des rentrées, mais c'était relativement court. Il a quand même été, je trouve, important, je crois, sur la double confrontation, sur le barrage, il me semble. Donc, on lui doit aussi ça. Et hier soir, j'ai trouvé vraiment très, très bon. Pour moi, c'était peut-être un des meilleurs joueurs sur le terrain, voire le meilleur de notre côté. Hem, je suis très content qu'il se sente bien ici, parce que j'ai très envie qu'il reste. Voilà. Et si on lui propose 2 ans, bah, ça me va. Moi, je repars pour 2 ans. Je reste dans le train, Aaron Ramsey, sans problème. Et s'il peut ramener sa famille ici pour se sentir mieux et qu'il soit plus heureux ici, bah, écoutez, faites le max parce que vraiment on a besoin d'un joueur comme ça, de son expérience. Ça reste le capitaine du Pays de Galles. La coupe du monde, je pense que ça lui a quand même fait un petit peu mal, Mmh. donc il avait peut-être besoin de se ressourcer après, donc son absence, bon, ça faisait chier, mais bon, on est tous humains, quoi. Je veux dire, à un moment donné, tu as besoin de retrouver tes proches. Le mec, il est jamais avec sa famille. Donc, à un moment donné, tu as besoin de reprendre tes repères. Mais très heureux, vraiment très heureux. C'est un joueur que techniquement, ça s'imite pas, quoi. Il est très bon, il est très juste, il fait les efforts et surtout il lâche rien. Moi, j'aime bien cette mentalité-là. C'est une mentalité de Gallois, quoi. Enfin voilà, hein, il y a pas de les mecs, ils lâchent rien. Voilà. Mmh. C'est L'état d'esprit, la technique, enfin ouais. tout l'ADN des grands clubs, un peu dans un registre différent comme Dante au final, et on voit l'apport que ça peut avoir comme, J un club comme le nôtre qui en fait, j'ai en pas en a vu besoin. beaucoup de joueurs aussi techniquement fins que lui dans mon club, hein. Mmh. Enfin, il faut se rendre compte du mec que c'est, quoi. Le dernier, c'était Younes Belhanda, Mmh. pour vous dire. Et avec une carrière très différente. Et puis, c'est Ouais, peut-être une bonne idée, comme tu disais, de sécuriser ça hors période de mercato, hein. Boudaoui qui a prolongé, il y a quelques semaines, Aaron Ramsey qui en passe de le faire. Si jamais tu devais perdre, Khéphren Thuram, par exemple, sur ce mercato-là, bah, tu pas tout un milieu de terrain à reconstruire. Tu peux te concentrer sur un profil, à grosse voilà. valeur ajoutée à aller chercher. Tu as en plus anticipé avec l'arrivée de Youssouf au mercato hivernal. Enfin, voilà, hein, du coup, on sent que quand tu es un véritable directeur sportif à bord, t'es pas forcément d'accord avec tous les choix et personne n'a 100% de réussite. Mais tu sens déjà que le club est mieux géré et ça, c'est vraiment des signaux extrêmement positifs, je trouve, pour l'avenir de l'OGC Nice. Torkel, je te propose de garder la main sur quelque chose Oui. qu'on n'aurait pas encore évoqué et que tu voudrais dire sur la rencontre d'hier ou sur l'actualité de l'OGC Nice. Sur la rencontre d'hier, non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense qu'on a dit l'essentiel, mais heu, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet au point de dire, «Bah, c'est bon, on va finir, 12e dans le ventre mou». Je pense qu'ils vont continuer à faire les efforts pour essayer de se qualifier, même si ça va être très, très compliqué. Pour moi, c'est quasi fini. Mais ils vont faire le maximum et puis, non, on a une coupe d'Europe à jouer, ça commence jeudi. Donc, voilà, j'espère qu'ils vont se servir de ce match-là pour, se dire: «Bon les gars, on a quand même, une belle aventure à terminer, en coupe d'Europe donc, voilà, let's go, hein, on y va, hein». Ouais, vivement jeudi, on est déjà tous focus sur la prochaine étape, surtout que comme tu le dis, on en dira quelques mots peut-être juste après l'intervention de Jérémy, mais au classement, ça se complique pour une qualification en Coupe d'Europe l'année prochaine, en tout cas par le championnat. Jérémy, un dernier dossier sur ce Nice PSG peut-être. Ça va être rapide, je viens de voir que Khéphren Thuram a été élu aiglon du match, donc je Mhm. trouve que c'est mérité. Parce qu'on l'a revu hier, vraiment à un niveau qu'on attend de lui.
pas tout a été parfait, il a loupé quelques petites choses, mais je trouve que dans l'envie, dans l'engagement et surtout dans ses prises de balles et l'apport offensif qu'il a mis dans ce match-là, j'ai beaucoup aimé son match en tout cas. Et je trouve que sa convocation en équipe de France lui donne encore plus de confiance et il a bien réagi. Donc je suis très content de le voir à ce niveau-là et j'espère que ça va continuer parce que pour la fin de saison, notamment la Conference League, parce que voilà, bon, le championnat là, ça va être compliqué, mais pour la Conference League, j'espère qu'il va pouvoir garder ce niveau-là parce qu'on a vraiment besoin de lui. Il s'est bien montré, peut-être face au bon adversaire en plus, en prévision du prochain mercato. En tout cas, les supporters parisiens, il y a un gros train, Khéphren Thuram, qui est en train de se monter. Bon, si on pouvait le vendre 50 millions à Newcastle ou à un autre club plutôt qu'au Paris Saint-Germain, Ouais. on aimerait autant. Mais bon, après, l'important pour Khéphren, c'est qu'il puisse s'épanouir dans la suite de sa carrière. Si c'est encore une saison à Nice jusqu'à l'Euro 2024, c'est très volontiers. Et si ça doit être dans un autre club, ben, que ce soit dans un club où il puisse, un top club déjà, premièrement, mais un top club où il puisse s'épanouir surtout. Parlons du classement parce que vous l'avez tous les deux évoqué. L'OGC Nice est aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, 8e. Ça pourrait très vite descendre en fonction des résultats de la journée de Ligue 1. On enregistre dimanche matin, donc on a notamment pas encore le résultat de Lyon et pas celui de Lorient non plus. Donc Lorient reçoit Marseille, c'est le match de 21h. Lyon à 13h, et quand vous allez écouter ce podcast, je pense que le match aura déjà commencé ou sera déjà terminé, reçoit Rennes. Alors si Lyon l'emporte, du coup l'OGC Nice cale d'une place. Si Rennes l'emporte, la 5e place européenne du coup sera à 8 points. Donc 7 ou 8 points en fonction de si c'est Lille ou Rennes qui occupera cette 5e place ce soir. Il reste malgré tout 8 rencontres. Mathématiquement, rien n'est fait, mais vu la dynamique de l'OGC Nice ces dernières semaines, on rappelle 5 matchs en championnat sans victoire, des difficultés qui commencent à apparaître en tout cas sur le terrain, et tant d'occasions manquées surtout de recoller à Lille ou à Rennes qui n'avancent pas non plus à un train d'enfer. On a quand même beaucoup de mal à imaginer qu'on ira décrocher cette 5e place sur le gong à la 38e journée. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, sans dire qu'il faut jeter le championnat, faut bien travailler jusqu'au bout et en profiter pour bosser pour la saison prochaine avec les joueurs qui resteront certainement, et puis offrir des émotions aux supporters niçois. Est-ce que pour vous, par contre, quel est votre pronostic par rapport à cette potentielle 5e place? Et surtout, est-ce que pour vous, la priorité, ce ne serait pas désormais la Coupe d'Europe, surtout si tu négocies bien cette double confrontation face au FC Bâle? Pour le championnat, je pense que c'est terminé. Bon, déjà, j'étais pas forcément optimiste les dernières semaines parce qu'on a loupé beaucoup trop d'occasions de recoller à Lille et Rennes. Et surtout, derrière, ça avance et nous, on n'avance pas forcément. Donc bon, il faut aussi regarder un petit peu derrière. Parce que comme on l'avait dit il y a 2-3 émissions, justement, on n'est pas loin de finir 10e non plus, quoi. Donc il faut faire attention. Après, non, ouais, je pense qu'on a loupé trop d'occasions. Hier, on en avait une. Bon, on jouait Paris, hein, mais bon, Angers avait pu battre Lille, donc ça donnait un petit espoir encore de recoller quand même à 4 points de Lille. On l'a pas fait, là je nous vois mal, je crois qu'il reste 8 matchs, si je me trompe pas. Ça fait quand même très peu pour rattraper 7 points quand même. Je pense que la 5e place, on l'aura pas. De toute façon, on a montré des carences qui sont trop importantes pour revenir. Et avec le retard accumulé, ça fait trop. Donc non, il faut essayer de finir le plus haut possible, essayer de faire du mieux possible aussi en Conference League, parce que ça peut nous apporter la visibilité aussi pour le prochain mercato, et essayer de compenser un peu le fait que peut-être que l'année prochaine, enfin sans doute, on n'aura pas de Coupe d'Europe. Donc voilà, il faudrait gagner la Conference League. Bon, moi je dis en rigolant depuis le début qu'on va la gagner, mais c'est vrai que bon, il reste quand même 2-3 très belles équipes, donc ça va être dur, mais bon, essayons d'aller plus loin possible, on verra, mais c'est sûr que par le championnat, c'est quasiment terminé là. Moi, je suis assez d'accord avec Jérém, hein. Je pense que pour le championnat, ça va être très compliqué. On est à 7 points de Lille. C'est, pour moi, c'est infaisable, mais par contre, enfin, il faut continuer à travailler sur le championnat parce que c'est là où tu façonnes ton équipe tous les week-ends. Donc, c'est très important que justement, par le championnat, on continue de régler la mire parce que la saison prochaine, ça va être très important d'avoir un groupe
qu'il y ait des certitudes dans le jeu, plus que maintenant en tout cas, et des certitudes offensives surtout. Notamment par rapport au mercato, il faut qu'on puisse quand même produire un football séduisant, et c'est important pour attirer des joueurs aussi. Il n'y a pas que la Coupe d'Europe qui fait que tu attires des joueurs. Par contre, oui, la Coupe d'Europe, moi, franchement, j'ai pas honte de dire qu'il faut aller la chercher, hein, vraiment. Enfin, c'est très important. C'est le chemin le plus court, hein. C'est le chemin le plus court. 5 matchs à bien négocier pour remporter le titre à Prague. En tout cas, c'est ouvert, hein. C'est autant ouvert de sortir en quart de finale que de l'emporter pour moi. Pour moi, il y a pas de. Pour moi, toutes les équipes qui sont encore présentes ont leur chance de la gagner. Donc, moi, je le dis, pourquoi pas? Allons-y. Allons-y jusqu'au 7 juin, et puis on verra bien ce qui se passe. Et puis voilà. Pourquoi se priver d'une belle aventure comme ça? Allons-y à fond. Et puis, que ce soit supporters et joueurs sur le terrain, donnons tout, hein. Puis On on n'a verra bien ce qui on se n'a passe. plus rien à perdre. Je pense que notre aventure Plus rien à perdre. européenne est déjà réussie de Oui. toute façon. Messieurs, consacrons les quelques dernières minutes, les 5 minutes allez maximum pour essayer de tenir dans l'heure d'émission à ce qui a pu se passer hier. C'était le retour de Christophe Galtier à l'Alliance Riviera, un retour qui s'est pas forcément très très bien passé. Bon, les chants des supporters, que ce soit de la Populaire Sud ou même des autres tribunes, la banderole, la Mamadi Galtier, le reste, on va dire que ça fait quand même partie du folklore, et décidément on n'aura jamais autant parlé de Michael Landreau dans une dans une émission du coup, mais même lui le disait que en tant que gardien il a vécu. On pense également à notre ami Jérémy Janot, hein, dès que ce chant-là est évoqué, et c'est une source on va dire de motivation. Lui décider de le prendre comme ça, mais en tout cas ça fait quand même partie du chambrage qui reste à peu près dans les clous de ce qu'on peut accepter et entendre, et en tout cas de ce qu'on peut voir sur toutes les pelouses de Ligue 1, hein. On va rappeler à nos chers amis de Canal qu'ils n'avaient pas autant c'était pas autant ému de la banderole Ghisolfi fils de pute, hein, à Lens, Aka, le meilleur public de France, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc hier, Galtier qui en a profité pour venir ironiquement et courageusement derrière 150 CRS infilés, des brigades et des barrières anti-émeutes, venir saluer la Populaire Sud. Voilà, bon, ça, je pense, donne bien une image du courage et de la mentalité du bonhomme. On n'en doutait pas trop, hein. On connaît Christophe Galtier maintenant depuis pas mal d'années dans notre championnat. Bon, voilà, on a vu la réaction des joueurs, hein, également sur, on pense à Kefren Turam et Jean-Claire Todibo et Dante qui sont venus s'entretenir avec lui, on va dire de façon virulente sur son comportement, hein. C'est Didier Digard qui a quand même dû calmer le jeu. On ne s'étonne plus, messieurs, déjà de l'attitude de Christophe Galtier. Encore une fois, hein, on le connaissait, même si certains avaient choisi de l'oublier quand il était coach de l'OGC Nice, et on s'étonne pas non plus de l'attitude des médias, hein. On s'est quand même fait bien démonter par Canal, par l'équipe également ce matin, et par les autres. Voilà, il n'y a qu'à Nice que ce genre de choses dramatiques et ce genre de menaces pour la démocratie n'arrive malheureusement, et voilà, on est encore dans l'œil du cyclone des médias parisiens. On se demande à quoi c'est dû, à force, et autant notre public n'a pas toujours été irréprochable, autant j'ai quand même l'impression que si nous on fait une fixette sur Nicolas Pepe, les médias nationaux font une petite fixette sur les supporters de l'OGC Nice. Non, mais Moi, c'est encore le bal des vierges effarouchées. Vas-y, Jérém, vas-y. Je dirais ce que non, moi je vais être très rapide. Je vais être très rapide sur ce point-là parce que ça commence à m'agacer. Mais alors, depuis l'année dernière, début d'année dernière, j'en ai ras-le-bol de toutes ces histoires-là. Pour moi, tout le monde a sa part de responsabilité et a des torts dans tout ce qui s'est passé l'année dernière et encore hier soir. Donc j'en ai marre. Ça me gonfle tout ça. J'aimerais bien que justement, enfin moi, Galtier, ce qui s'est passé l'année dernière, du peu que l'on sait, je suis pas du tout en accord avec ce qu'il a fait. Je trouve ça vraiment pas respectueux. Après, voilà, c'est fini. On a beau ne pas l'aimer, tout ça. Ce qui a été fait hier soir, moi les banderoles, les chants, même si c'est un classique, même si certains joueurs le prennent bien, moi j'ai jamais forcément apprécié ça. Je trouve ça un petit peu, je vois pas l'intérêt. Donc j'aime pas trop ça. Galtier a beaucoup de pression avec le PSG. Je pense qu'il il a mal réagi hier soir lui aussi. Il a la pression, donc il s'est un petit peu défoulé, même s'il fallait pas. Donc voilà, tout le monde
tout le monde a une part de responsabilité sur ce qui s'est passé aussi l'année dernière. Je pense que lui a la plus grosse partie de responsabilité. Donc non, ça m'agace un peu tout ça. J'aimerais bien qu'on arrête de parler de nous de cette manière-là, qu'on arrête que les médias aussi d'un côté, bon maintenant ils prennent l'habitude parce que il y a des choses qui se passent, mais voilà, il faudrait se concentrer peut-être sur notre équipe, sur le terrain, juste supporter. Ça apporte rien d'insulter de toute façon. Donc moi je suis pas très fan de Galtier, pas fan de ce qu'il a fait l'année dernière, mais en vrai maintenant je m'en fiche totalement en fait de ce qu'il peut faire. Donc voilà. Donc voilà, moi ça m'agace cette histoire-là et moi je passe à autre chose en fait. Ça m'agace. Torkel, au-delà de la vie personnelle que on t'en remercie Jérémy de l'avoir donné, qu'on peut avoir sur ces chants, ces banderoles et tout un chacun, on partage pas nécessairement à chaque fois les actions de tous les autres supporters. On a eu l'occasion de s'exprimer là-dessus à de trop nombreuses reprises, hein. Tu fais bien de Malheureusement, le ouais. souligner aussi Jérémy, ces derniers mois, ces dernières années. Là, on est quand même dans quelque chose certes on ne peut pas apprécier, mais tu commences à le dire, Torkel, qui ne mérite peut-être pas le bal des vierges effarouchées pour quelque chose qui, on le Ouais, voit, c'est voilà, on le voit quand même souvent. Alors bon, c'est peut-être un problème, ça. et ça, on peut l'entendre, ça peut être un débat de société, mais enfin, c'est pas un problème qui concerne les supporters de l'OGC Nice. Ouais, puis j'ai l'impression que la moitié des... Bon, j'ai vu que les réactions Twitter, j'ai pas trop écouté Canal+, parce que c'est trop cher, j'ai pas les moyens. Ça ne vaut pas J'ai le pas les coup, moyens niveau rapport d'écouter de la merde. qualité-prix, par ailleurs. Ouais, niveau rapport qualité-prix, c'est pas ouf. Non, mais j'ai l'impression que Nabil Djellit ou Pierre Ménès découvrent la Ligue 1, ont découvert les matchs de Ligue 1 hier soir. Enfin, je sais pas. Après, je suis assez d'accord avec Jérém. Moi, le chant sur Galtier en tribune, ça m'a assez saoulé au bout de 2 minutes, dans le sens où l'ambiance était pas assez bonne et pas assez au top. C'était très froid et sans amis, hein, vraiment. J'étais au deuxième anneau, très clairement, enfin, 3 quarts des gens ne connaissent pas les chants. Bref, c'est un autre sujet. Et du coup, se permettre de faire ça alors que ton ambiance elle est pourrie, très honnêtement, tu fais 2 minutes et après ciao. Je suis pas choqué par la banderole, putain, c'est bon, des banderoles, on en a vu des plus choquantes que ça. Voilà, c'est pour ça que moi, ce qui me saoule dans cette histoire-là, c'est vraiment le bal des vierges effarouchées, que ce soit la France du foot qui nous déteste et qui a décidé de nous détester, tant mieux pour eux. Ça fait 1 an et demi que ça dure, bientôt 2 ans. C'est bon. Moi j'ai ma dose, perso. J'y fais même presque plus attention, en vrai. Voilà. Tellement c'est devenu habituel, en fait. Je me suis conditionné. Mmh. Mais voilà, c'est la France du foot qui ne connaît rien et qui découvre que c'est un sport populaire et que dans le sport populaire, il y a un peu des beaufs de temps en temps, Mmh. mais Et on en fait c'est un partie, hein, de chambrage. temps en temps aussi, hein, Ouais, de effectivement. temps en temps, on en fait partie. Enfin, moi, quand je suis au stade, même Jérém l'a dit tout à l'heure, Jérém, quand il est devant un match ou au stade, Il est il se lâche. transformé. Moi, je suis pas le même du tout. Hein. Je suis pas le même du tout. Hein. Enfin, là, ma voix, elle est un peu usée, donc vous imaginez ce que ça donne au stade. Mais enfin, on va pas non plus demander le curriculum vitae et les antécédents médicaux de toutes les mamans. Enfin, excusez-moi. Mmh. À un moment donné, c'est bon, quoi. Alors, désolé, Christophe, pour votre maman, mais personnellement, j'en ai rien à foutre. Vraiment, je m'en fous, hein, très honnêtement. Surtout que c'était même pas dirigé, enfin bon, on va pas faire une C'est analyse, non, mais sémantique voilà, nécessairement il des y a pas banderoles de voilà, et des chants, mais je il y a pense que pas d'analyse à faire. je pense que tu l'as très bien résumé. C'est, Oui. voilà, ça devient une affaire, Et quasiment une affaire décidément, d'État quand ça ce filet fait bien pousser les couilles, hein. Très honnêtement, c'est oui, on a vu vraiment, Sergio Ramos aussi, hein, Sergio du Ramos, coup, je crois qu'il y avait le joueur d'Auxerre là, un aussi, mmh. maintenant Galtier, waouh! Bravo au club. Mmh. Enfin bref, voilà, c'est un non-sujet, pour moi, le pire dans tout ça, ce sont les médias qui font 2 poids 2 mesures. C'est Ouais. vraiment ça qui me gêne, après le reste, j'y fais pas attention. Tout est résumé, je pense, en tout cas. Merci Torkel, merci Jérémy de m'avoir accompagné dans cette émission. La prochaine, normalement, c'est très rapidement, parce qu'on va essayer de vous faire une petite présentation de notre adversaire de jeudi, le FC Bâle en Coupe d'Europe, en bonne compagnie. On va faire un petit format court de présentation de notre adversaire européen et de sa dynamique actuelle. Et puis, on va se retrouver forcément après avec une fin de semaine chargée, que ce soit le débrief de ce même match aller au Parc Saint-Jacques face au FC Bâle, en espérant enfin que l'OGC Nice renoue avec la victoire. Et puis après, ce sera le championnat qui reprendra ses droits avec un déplacement à Brest dimanche pour l'OGC Nice. On reviendra également là-dessus, même si là, l'enjeu est peut-être un peu moins important. Torkel, merci de m'avoir accompagné. Jérémy également. On se Ouais. retrouve très vite, comme je le disais, sur toutes les plateformes audio et également sur YouTube. Et d'ici là, Issa Nissa.